de 5 institutions qui se sont coalisées pour préparer cette soirée. Donc, je remercie l'Acadie, l'École des Mines de Paris, bien sûr, l'École de Paris du Management, la Fabrique de l'Industrie et la chaire future de l'Industrie et du Travail d'avoir organisé cette soirée. Alors, juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas les 5 fées autour du berceau. Je commence, puisqu'elle nous accueille aujourd'hui, par l'École des Mines. Vous connaissez au moins une de ses adresses, puisque vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est aujourd'hui une composante de l'Université Paris Sciences et Lettres. Donc, une nouvelle université fait du rassemblement de l'École des Mines, de l'École normale supérieure, du Collège de France et d'un certain nombre de gens fréquentables, qui forment 17 000 étudiants, qui s'enorgueillit de 26 prix Nobel, mais ça je crois que c'est du cumul et qu'il y en a certains qui ne sont plus de ce monde, et de du médaille Fields. Et contrairement à ce qu'évoque pour certains le nom de cette école, une des priorités de l'École des Mines est d'accompagner la transition vers l'industrie du futur en formant des cadres prêts pour une industrie plus numérique, plus écologique et peut-être plus démocratique, en tout cas prête à répondre aux défis de notre société. L'École de Paris du Management, dont Michel Berry est juste en face de moi, c'est une école idéale puisqu'elle n'a ni professeur, ni étudiant, ni mur. Depuis 30 ans, elle organise des débats où des praticiens et des chercheurs peuvent inviter des témoins exceptionnels de la vie des affaires, du management de l'innovation, d'aventures de l'industrie ou des industries créatives. Et elle vous permet de rencontrer des entrepreneurs dans tout le domaine, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui changent le monde au quotidien, souvent très localement, mais qui ont vraiment un impact. Toutes les institutions dont je parle sont ici, donc vous pourrez discuter avec elles au cocktail si vous ne les connaissez pas encore. L'Acadie, donc, c'est l'association des cadres dirigeants pour le progrès social et économique, et bien que ce ne soit pas encore dans leur raison officielle et environnementale aussi, d'après ce que j'ai compris, avec pour slogan « Le progrès, ça se partage », et avec beaucoup d'abnégation, ils vont jusqu'à partager aujourd'hui les réflexions qui mettent en question la pertinence de la notion de cadre dirigeant. Donc c'est héroïque et c'est très fort, et en tout cas le rôle de ces cadres dirigeants. Je signale aussi qu'elle organise prochainement, la date va bientôt être fixée en avril ou mai, dans cette même école, un débat « L'écologie sera-t-elle soluble dans l'industrie ?» avec rien moins que Gaël Giraud, le conseiller scientifique de l'Agence française pour le développement, Jean-Marc Jancovici, qui est entre autres prof dans cette école, Philippe Varin, le président de la Confédération nationale de l'industrie, et probablement des dirigeants d'Airbus et de FIV. La Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire d'idées chargé d'animer et d'enrichir le débat sur l'industrie et de réfléchir aux conditions d'un meilleur développement de l'industrie en France. Et au-delà du problème de compétitivité dont on débat fréquemment, et notamment depuis le rapport gallois de 2012, l'industrie souffre de plus en plus d'un problème d'attractivité. Les carnets de commandes commencent à repartir et ce qui coince la croissance de l'industrie, c'est souvent les difficultés de recrutement. Donc pourquoi ? Parce que les étudiants ne sont pas, enfin les jeunes et même les moins jeunes ne sont pas forcément attirés par les conditions de travail de l'industrie, notamment à cause des sujets que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que avec la participation de la Fabrique de l'Industrie, la chaire future de l'industrie et du travail s'intéresse au contenu du travail et pas seulement aux déterminants de l'emploi. Donc j'y viens, au sein de l'École des Mines, la chaire étudie depuis maintenant 2 ans les transformations du travail. Elle a organisé notamment un colloque de Cerisy sur ce thème, vous pourrez en trouver les actes à l'entrée. Elle a produit des ouvrages sur les représentations de l'industrie en France, sur les retours d'expérience des entreprises qui avaient mis en place avec succès les techniques de l'industrie du futur, et enfin sur notre sujet d'aujourd'hui, comment renforcer l'autonomie, la responsabilité des salariés dans les organisations. Je précise que les travaux de la chaire sont financés grâce à des groupes industriels comme MEDER, comme Renault, comme Orange,
ou des cabinets de conseil qui accompagnent la transformation des entreprises, comme Kea et Partners, Faber-Novel ou Theano Advisor, et bien sûr la Fabrique de l'Industrie. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais vous pourrez rencontrer leurs représentants sur les institutions qui nous accueillent aujourd'hui, c'est-à-dire les faits autour du berceau. Maintenant, je vais parler du contenu du berceau, c'est-à-dire du sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de la naissance de 2 livres jumeaux. C'est d'ailleurs des faux jumeaux, comme vous pouvez le voir d'après les couvertures, qui sont tous les deux qui se consacrent tous les deux à des retours d'expérience sur comment diverses organisations, diverses entreprises se sont organisées pour confier beaucoup plus de responsabilités à leurs collaborateurs. Et en partant du principe que ce sont ceux qui font le travail qui connaissent le plus de choses sur la manière de faire le travail. Alors on peut se demander pourquoi on avait oublié une telle évidence. C'est qu'à l'époque, notamment de M. Taylor, l'enjeu était de permettre à un travailleur fraîchement immigré à Détroit, sans aucune culture industrielle, de pouvoir travailler suffisamment efficacement pour gagner de quoi nourrir sa famille pratiquement du jour au lendemain. Et ça, l'Organisation scientifique du travail le permettait et constituait donc une première libération, puisque la première libération, c'est quand même de permettre aux gens d'être économiquement indépendants et de gagner de quoi vivre. Mais aujourd'hui, on a une population qui est évidemment beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus éduquée, et qui aspire à se réaliser au travail en déplorant le manque d'autonomie que beaucoup d'organisations lui donnent. Et c'est malheureusement particulièrement vrai en France. C'est-à-dire beaucoup d'enquêtes comparatives internationales montrent que quand on pose à des salariés la question « est-ce qu'on vous dit simplement quoi faire et quel est le but de votre travail ?» ou « est-ce qu'on vous prescrit dans les moindres détails la manière de le faire alors que vous sauriez probablement très bien le faire tout seul ?» Eh bien, les gens sont plus nombreux en France que dans les pays voisins à se plaindre qu'on leur dit exactement comment faire leur travail sans leur faire confiance. Et un point encore plus alarmant, c'est que alors que l'autonomie progresse chez la plupart de nos voisins, les enquêtes internationales, Martin Richer en est un spécialiste, disent qu'au contraire, elles régressent en France. D'où l'intérêt de s'intéresser à l'autonomie et encore une fois de comprendre pourquoi certaines organisations, encore malheureusement minoritaires, sont allées à contre-courant et ont permis de responsabiliser les salariés. Alors on parle beaucoup, notamment depuis quelques années, d'entreprises libérées. Isaac Getz, leur promoteur, les caractérise en disant que ce sont des entreprises dont le patron a accepté de lâcher prise, de faire confiance à ses salariés, de renoncer à un certain nombre de symboles de pouvoir, est à l'écoute de ce qu'on va lui dire ses salariés et partage une vision de l'objectif de l'entreprise tout en les laissant décider comment les atteindre et quelles initiatives, enfin en les laissant prendre toute initiative pertinente pour atteindre ces objectifs. Alors nous allons entendre dans 2 minutes un certain nombre de praticiens d'entreprises, d'organisations et d'observateurs et de chercheurs qui ont exploré dans des contextes très différents, et vous allez voir dans les tables rondes la différence de contexte, les différentes manières de réaliser ça et de rendre les organisations plus agiles, de leur permettre de mieux exploiter leur intelligence collective. Et donc les contributeurs de ces 2 ouvrages, dont chacun va animer une table ronde, Laurent Carcinti la première, puis Anne-Sophie Dubay la seconde, ont eu des démarches assez similaires de recueillir des témoignages, soit de gens qui avaient vécu dans ces entreprises, travaillé avec ces entreprises, ou au minimum, ils ont réalisé une dizaine d'entretiens avec des gens de niveaux et de fonctions très différentes. Ils ne se sont pas contentés du récit des dirigeants. Donc pour ceux qui veulent encore plus d'informations que ces 2 livres, je signale aussi l'apparition récente d'un livre de Jean-Yves Bonnefond. Je ne sais pas si... Oui, non. Qui est là-bas? Merci. Je ne voyais pas où tu t'étais assis. Donc qui rend compte de 5 ans d'expérience de l'équipe des psychologues du travail du CNAM chez Renault, Aflin,
pour vraiment organiser un dialogue autour du travail et de la qualité du travail. Il y a aussi un livre récent de Mathieu Deschessart sur l'entreprise délibérée, ou un tout récent livre d'Isaac Getz qui plagie Laurent Karsenty en intitulant son livre « La liberté, ça marche », mais lui considère parfaitement inutile de mettre un point d'interrogation. Chacun son style. Laurent vous expliquera peut-être pourquoi il a jugé utile d'en mettre un. Donc, il n'y a pas de méthode universelle, on va le voir abondamment, pour développer l'autonomie. Par contre, il y a des pièges auxquels on est confronté de manière quasi systématique, des questions qui se posent à peu près à chaque fois. Et on a choisi ce soir de traiter deux questions. Comment va-t-on vers l'autonomie? C'est la table ronde qu'animera Laurent Karsenty, et je le laisserai se présenter et présenter ses intervenants. Et comment accompagner les cadres qui peuvent être complètement déstabilisés par le fait qu'on ne leur demande plus d'être des chefs, mais d'être des accompagnateurs, d'être des développeurs de talent, de faire des choses assez différentes qui, pour beaucoup d'entre eux, les intéressent beaucoup plus, mais pour certains d'entre eux, sont assez perturbantes ou auxquelles on ne les a pas préparés. Donc c'est la table ronde qu'animera ensuite Anne-Sophie. On va demander, vu que nous avons 4 orateurs par table ronde, à chacun d'être très concis afin que vous puissiez discuter entre vous, leur poser des questions. Après chaque table ronde, on prendra quelques questions sur le thème de la table ronde, et ensuite on fera une discussion générale sur tout ce qui vous intéresse avec l'ensemble des 8 orateurs.